Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Facebook Live aujourd'hui de la série Au cœur du sujet où on va interviewer ensemble France Gauthier. France qui est enseignante, qui est aussi ben, évidemment auteure. Elle a écrit 9 livres, elle est aussi conférencière puis elle habite au Québec. Et je pense qu'on est assez safe de dire que pour à tout le moins ceux qui habitent au Québec, qui ont un intérêt pour la spiritualité, à un moment donné, ils ont entendu parler de France à un moment donné. Puis là, je me suis dit, ben, ça pourrait être intéressant si jamais il y en a de ma gang qui sont en France, qui écoutent en ce moment, qui ne la connaissent peut-être pas, ou même du Québec, qui sont peut-être pas familiers avec son histoire, ben, de faire une entrevue avec elle aujourd'hui. Et ça va être, on va partir, on va y aller avec un petit peu bon, son parcours, qui elle est, qu'est-ce qu'elle a vécu comme expérience significative dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a appris, puis ça va peut-être diverger sur d'autres sujets. On va tricosser ça de façon, je dirais, spontanée en cours de route. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer. Et, euh, et moi, j'apprécie beaucoup France, pour vous dire, c'est un petit bout de temps, je la connais. Et ce qui est le fun avec elle, c'est que, bon, d'un, elle n'a pas la langue dans sa poche, vous allez voir, elle s'exprime avec vraiment un bon franc-parler, elle dit ce qu'elle pense. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a une belle capacité de vulgariser certains enseignements spirituels de façon à ce qu'ils sont faciles à comprendre. Donc, on va explorer ensemble France Gauthier aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, ben, je vous invite à les garder un petit peu pour la fin. Parfois, je vois qu'il y en a qui mettent des questions. Si je les vois passer sur le coin de l'œil, je les mentionnerai à ce moment-là, mais vu que mon attention est principalement sur France, ben, si vous avez des questions, on va les garder pour la fin. Si vous connaissez France, si vous avez lu sur ses livres, assisté à ses ateliers, vous avez fait un voyage avec elle ou fait certaines choses qu'elle offre et ça vous tente d'en parler dans les commentaires, n'hésitez pas parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient commencé à faire ça et c'est pas mal cool parce que ça permet aussi d'apprendre un petit peu. Et si vous avez des commentaires aussi, j'ai remarqué dans le dernier Facebook Live que les gens commentent un petit peu ce qui se passe ou ce qui est dit et que là, les gens interagissent les uns avec les autres. Donc, si ça vous tente de faire ça, n'hésitez pas. Et dernièrement, si le cœur vous en dit, ça vous tente de partager, ben, je vous invite à le faire parce que c'est des informations qui peuvent aider, qui peuvent être intéressantes pour d'autres personnes à apprendre. Donc, je vous invite à le partager. Donc, sans plus tarder, les amis, je vais inviter France à se joindre à nous. Salut France! Salut Jean-Charles, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté de faire l'entrevue. Ça me fait très plaisir et bonjour à toute ta gang, autant du Québec que de l'Europe. Yes, yes, yes. Donc, bon, comme j'ai mentionné tantôt, on va parler un petit peu de ton parcours, mais on va essayer quand même de sortir des sentiers battus un moment donné pour qu'on puisse explorer d'autres choses. Mais ceux qui ne connaissent pas, euh, ben, même ton parcours, je serais curieux de commencer même quand tu étais très jeune, France. Toi, quand tu étais enfant, est-ce que tu étais différent des autres ou est-ce que une enfance normale? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous partager à ce niveau-là? J'ai eu une enfance très, très, très normale. Moi, je suis une fille de médecin spécialiste. J'ai été élevée dans la Ouate, dans une banlieue cossue de Québec. Je suis allée à l'école privée. Mais là où est-ce que je réalise aujourd'hui que j'étais différente, c'est que j'étais très, très, très sensible et sensitive et sans trop OK. savoir ce qui se passait parce que j'étais pas capable de mettre des mots là-dessus et personne dans ma famille pouvait non plus expliquer tout ça. Eh bien, à un moment donné, j'ai juste fermé ça, puis j'ai voulu me conformer jusqu'à l'âge de 39-40 ans où ça m'a rattrapé. Mais pour te donner un exemple, par exemple, je me souviens de m'asseoir dans mon lit à la très jeune adolescence, là, 12, 13, 14 ans, et de sentir ma conscience partir en tourbillon comme ça, et j'appelais ça pas OK. ma conscience à l'époque, là, mais je voyais qu'il y a quelque chose qui partait en tourbillon et qui montait, et qui partait dans d'autres dimensions que je pouvais pas nommer, puis quand je revenais, j'étais sans mots, j'avais aucun repère, je pouvais absolument pas expliquer ce qui s'était passé, ce qui fait que probablement qu'à un moment donné, j'ai eu assez peur que j'ai fermé tout ça. Et à 39 ans, alors que j'étais journaliste d'enquête, que je travaillais pour un gros réseau de télé au Québec qui est TVA, pour ne pas le nommer, et que Claire Lamarche, qui est une animatrice de télé d'une grosse émission qui était très populaire à l'époque, m'a demandé d'aller rencontrer une médium qui disait pouvoir communiquer avec les personnes décédées. Puis j'ai dit, bien sûr que ça existe, ça. Alors moi, je Ouais. connaissais absolument rien là-dedans. Et Mais je m'étais jamais... est-ce que tu croyais à ces choses-là quand même, à ce Non seulement moment-là?
croyais pas, je m'étais jamais posé de questions, là. J'étais probablement la plus sceptique que tu peux rencontrer, avec quand même une mini ouverture j'étais pas athée, mais définitivement agnostique. Prouve-moi qu'il y a quelque chose qui existe, puis je vais te croire, mais sinon, je me posais même pas la question. Et pourtant, j'avais perdu mon père à l'âge de 14 ans de façon très violente. Mon père s'est suicidé sans laisser de notes. Il nous a laissé, dans le fond, dans un flou artistique total. Et à l'époque, c'était très tabou, le suicide, surtout chez un médecin dans les années 70. Alors, on n'en a jamais reparlé. Et on a continué notre vie comme si de rien n'était. Oublie ça, la thérapie, oublie ça de décanter, de faire quoi que ce soit qui ait rapport à un post-mortem de tout ça. Ce qui fait que je me suis retrouvée à l'âge adulte avec toutes sortes de défis. Et puisque je suis la plus sensible dans la famille, ben moi, je me suis retrouvée à 25 ans en thérapie, à poser des questions, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait avec moi. Et tout ça a créé un chemin d'ouverture. Puis à 33 ans, j'ai eu un premier réveil où est-ce que j'ai fait un méga burn-out. Et dans mon méga burn-out, alors que j'étais journaliste d'enquête et que toute ma vie était concentrée sur... j'étais très identifiée à mon personnage, là. Ben, il a fallu que je revienne à moi puis que je constate que on n'est pas ce qu'on fait dans la vie. Et il a fallu que je retrouve qui j'étais. Et c'est quelques années plus tard qu'on m'a demandé d'aller voir cette femme-là qui communiquait avec les personnes décédées et qui m'a mis en contact avec mon père par l'écriture automatique. Et c'était tellement étonnant, ça m'a tellement renversée. Dans les 3 premières minutes, elle a réussi à me désamorcer complètement, à me désarmer complètement. Parce que moi, je m'en allais là avec toute mon arrogance de journaliste, de dire « OK, impressionne-moi, madame, là ». Et finalement, elle m'a impressionnée et elle m'a retourné comme une crêpe, comme on dit ici au Québec. et là, j'ai juste reçu ça comme une immense vague. Et j'étais avec une autre fille de l'équipe de l'émission de télé qui, elle, passait après moi pour une autre, qu'elle avait perdu son ancien mari dans un accident. Et on est revenu à Montréal parce que c'était à l'extérieur de Montréal, cette expérience-là, c'était en 2002. On est revenu à Montréal, on était complètement déboussolés d'avoir vécu ça. Et là, moi, là, je dis tout le temps à la blague, c'est comme si ça a fait une craque dans mon cerveau. Et là, il fallait que je comprenne. On venait de me mettre face à l'évidence qu'il y a une vie après la mort, que sans aucun doute, cette femme-là qui ne me connaissait pas, elle savait même pas qui allait la rencontrer. Elle savait qu'il y a une fille qui s'appelle France, qui avait perdu son père, qui allait la rencontrer. C'est tout. C'est l'équipe. Et donc, les journalistes ici au Québec, on n'est pas des vedettes en ce sens que on fait pas la une des magazines à potins. Les gens connaissent pas notre vie privée, ce qui fait qu'elle pouvait pas faire de recherche sur moi non plus. Et la première chose qu'elle m'a dite et que personne savait dans l'équipe ni dans mon, à part mon entourage proche là. Elle m'a dit, ton père est là. J'ai dit, ben oui, c'est ça, vous savez que mon père est décédé. C'est la seule information qu'elle avait. Fait que j'ai dit, OK, je commence avec mon arrogance de journaliste. Et là, elle me dit, ouais, mais il est pas tout seul. Il est avec une femme plus âgée, plus petite, qui est là comme ça avec son doigt, son index sur la bouche, puis elle dit qu'elle veut pas vous déranger, qu'elle trouve ça trop beau, ces retrouvailles-là. Elle veut juste assister à ça, puis elle te fait dire qu'elle t'aimait comme sa propre fille, puis que tu l'appelais ta deuxième mère. Et là, je me mets à pleurer comme un bébé. Allô, la journaliste d'enquête forte, là? Oui. Fini. Mon image était détruite. Et là, c'est la femme qui m'a élevée, en fait. Moi, j'ai été élevée en Gaspésie, dans l'est du Québec, sur la pointe, sur le bord de la mer, et avant de déménager à Québec, là. Et ma mère était une madame docteur, comme on disait à l'époque. Alors, elle avait des nounous et c'est une nounou qui m'a élevée. Et cette femme-là était vraiment comme ma deuxième mère et elle est décédée en 99, donc 3 ans avant que j'aille rencontrer la fameuse médium pour l'émission de télé. Okay. Et là, ça a parti sur cette note-là. Et là, la craque était déjà inscrite en moi parce que on venait de me prendre par surprise. C'est comme si elle m'avait enlevé le tapis en dessous des pieds. Et c'est ce qu'il fallait pour que je puisse m'ouvrir à autre chose que ce qu'on voit dans la vie. Et là, elle m'a bombardé d'informations pendant 2 heures de temps. J'ai pu vérifier tout ce qu'elle m'a dit que je connaissais pas, mais qui existait. Donc, ça pouvait pas être de la télépathie. Elle m'a fait des révélations. Je suis allée vérifier. Tout ça était vrai. Et je me suis retrouvée à faire une émission de télé qui a été extrêmement populaire, qui a été vue par des millions de personnes ici au Québec. Et cette dame-là, d'ailleurs, est devenue une vedette par la suite, Marjolaine Caron. Aujourd'hui, elle est à la retraite, là, mais... Et moi, ça m'a poussée
à aller poser des questions. Parce que là, je pouvais plus faire semblant, je pouvais pas faire l'innocente, je pouvais plus faire semblant que ça existait pas. Et j'ai réalisé que mon ignorance, eh ben, c'était de l'ignorance crasse en plus parce que non seulement je le savais pas, mais j'avais pas envie de le savoir jusqu'à ce moment-là parce que c'était pas bon pour mon image de journaliste. Et il a fallu que j'aille raconter cette histoire-là devant, à la télé nationale, devant 1 million de personnes. J'y ai réfléchi, hein, j'ai même essayé de me désister. Et finalement, il y a comme une petite voix à l'intérieur de moi qui me poussait de dire non, il faut que tu y ailles, France, c'est plus important que ta petite image personnelle. Et ça, ben, ça a été le déclencheur, ça a complètement transformé ma vie. Et à partir de là, je suis partie dans une grande quête. Au lieu d'être une journaliste d'enquête, là, je suis rentrée dans une grande quête de vérité. Et là, c'est la femme en moi, l'être humain qui voulait comprendre. Et aujourd'hui, on est rendu au 10e livre, en fait. Là, tu sais, ça, c'est mon petit dernier chronique d'éveil, là, qui est en France, d'ailleurs, depuis le mois de juin. Alors, j'ai écrit 10 livres depuis ce temps-là, à faire des recherches, à essayer de comprendre. Ça a commencé par la survie de la conscience. Et à un moment donné, bon, j'ai écrit une trilogie sur la vie après la mort, sur la mort, en fait. Il y a sur le avant la mort, le pendant la mort, puis le après la mort. Ce qui fait que tous ces livres-là ont été publiés. Et aujourd'hui, je me consacre surtout à la guérison des âmes. J'essaie d'utiliser tous les enseignements, tout ce que je suis allée chercher comme notion pour mieux aider les gens à reprendre leur pouvoir. Alors, c'est là que je donne des ateliers d'éveil, des ateliers d'écriture inspirée pour que les gens puissent vraiment reprendre leur pouvoir créateur, savoir qu'ils sont pas des victimes, qu'ils sont de grands créateurs et qu'on peut changer la donne, on peut changer le scénario quand on est conscient de tout ça. Et on est dans une époque formidable parce que quand j'ai commencé en 2002, je t'avoue que c'était difficile. Tu sais, j'étais vraiment une défricheuse ici et encore plus en Europe quand j'ai commencé à aller en Europe avec tout ça. Mais dans les dernières années, et particulièrement depuis 2018, dans les 2 dernières années, c'est comme s'il y a une accélération de l'ouverture spirituelle, de l'ouverture de conscience. C'est comme s'il y a de plus en plus de gens, tu sais, j'ai été porte-parole pendant plusieurs années du Salon de l'éveil ici au Québec, qui se promenaient dans plusieurs villes, et j'ai vu une deuxième vague d'éveil arriver, parce que la première s'est faite vraiment autour de 2010, 11, 12, là, tu sais, dans la fameuse fin du monde des Mayas. Que les Mayas annonçaient, puis qui finalement était la fin d'un monde. Et c'est là que moi, j'ai commencé à donner des conférences et je remplissais des salles de 400-500 personnes un peu partout au Québec, 300-400-500. Et là, c'était fou parce que je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a tant de monde qui s'intéresse à ça tout d'un coup? Et après ça, il y a eu une petite accalmie. Et dans les 2 dernières années, il y a un boom, comme une espèce de courbe exponentielle d'ouverture de conscience, de gens qui veulent reprendre leur pouvoir, qui constatent qu'ils peuvent changer des choses dans leur vie, qu'ils ont été, oui, dans des croyances et des conditionnements jusqu'à aujourd'hui, mais qui, là, ont envie de retrouver qui ils sont réellement. D'ailleurs, ma nouvelle conférence s'appelle « Fais qui tu es ». Et c'est vraiment sur le concept qu'on a tous été conditionnés à rentrer dans un moule, particulièrement dans notre génération, là, la tienne, la mienne. Les plus jeunes sont peut-être un peu moins conditionnés, mais malgré tout, il y a encore des carcans, il y a encore, et peut-être encore plus en Europe qu'ici, il y a encore des structures bien préétablies pour nous. Et là, on est en train de s'en sortir. Puis on le voit là pendant la période actuelle, en post-COVID, on est en train de réaliser à quel point on a été dans ce carcan-là, on a été dans ces structures-là et qu'on s'en rendait plus ou moins compte. En tout cas, si on s'en rendait compte, on voulait pas trop le voir. Et le fait d'avoir été arrêté pendant un certain temps et de devoir reprendre une vie qu'on voudrait normale, mais qui sera plus jamais la même, nous donne une occasion aussi de se réinventer, en fait, de revoir notre façon de fonctionner et peut-être y mettre un petit peu plus d'humanité, là. Ben oui. Et pour revenir par rapport, je vais te poser la question que je pose à pratiquement à tous les invités qui viennent, par rapport à la croyance à la vie après la mort. Si tu avais à mettre un pourcentage, est-ce que tu dirais que tu es 100% ou moins? Ou comment, si tu avais à mettre un pourcentage? Écoute, moi, là, je vais mettre un 110% comme les sportifs au Québec. Moi, je suis à 110%. Puis je suis à 110% parce que il y a personne qui peut m'enlever mes expériences. Et
ce n'est pas du tout de l'ordre de la croyance. Il n'y a personne qui m'a imposé une croyance. J'ai vécu des choses dans mon corps. Par la suite, quand je suis allée poser des questions, qui a donné, en fait, 2 livres édités en un seul, là, qui s'appelle La vie, la mort et autres histoires d'éveil, j'ai rencontré à peu près 250 personnes, des gens qui faisaient des recherches, des médiums, des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. J'ai interviewé Raymond, comme tu fais aujourd'hui, là, moi, j'avais fait ça dans les années 2000, j'ai interviewé Raymond Moody, Deepak Chopra, tous les scientifiques américains qui s'intéressent au remote viewing associé à cela. Et je testais la marchandise quand je rencontrais des gens qui faisaient soit des régressions sous hypnose, tout ce qui existait, je l'ai essayé dans les années 2000. Et j'ai vécu ces expériences-là dans mon corps. J'ai vécu des régressions, j'ai basculé dans d'autres vies, je me suis vue mourir de toutes les façons que tu peux imaginer, pas très agréable, décapitée, éventrée, enterrée vivante, crucifiée, brûlée, name it, j'ai tout été. Et je me disais, là, je ris, là, mais parce que quand tu vis ça, évidemment, tu revis pas la douleur physique, mais tu revis la sensation. Et ça m'a permis des grandes libérations, ça m'a permis des grandes guérisons, tout ça, malgré moi, parce que moi, j'étais comme une journaliste d'enquête qui posait des questions, qui testait le produit, j'essayais des affaires, puis j'écrivais des articles. Et dans le processus, je me suis fait prendre à mon propre jeu, puisque j'ai vécu tout ça dans mon corps. Et là, il y a personne qui peut m'enlever ce que j'ai vécu dans mon corps. Par exemple, à un moment donné, je me suis libérée de quelque chose d'assez gros dans ma vie qui était l'auto-sabotage en me revoyant. Et j'ai pas beaucoup d'imagination, Jean-Charles, moi, dans la vie. Tu sais, j'écris beaucoup de livres, là, mais c'est toutes des histoires que je connais. J'en invente pas. Ce qui fait que là, je suis sur une table de Reiki, dans un traitement X avec une guérisseuse Y. Et tout à coup, ça part. Puis je pars dans un autre espace et je me vois sur une scène en train de chanter. J'ai une voix de diva. Et je vois que je suis une Asiatique. J'ai comme une toque avec un bâton dans la toque. Et il y a quelqu'un qui monte sur scène et qui me poignarde par jalousie. Et là, je me dis, à ta minute, là, et je hurle de douleur, je tremble sur la table, je revis toutes les sensations sans la douleur. Je me vois mourir au bout de mon sang dans un hôpital de fortune, que je sais pas trop c'est quoi. Et là, je me dis, ben, soit que j'ai beaucoup d'imagination, mais là, je suis sous hypnose, ou je suis pas vraiment sous hypnose, mais je suis dans un état altéré parce que je suis dans un traitement de énergétique. Et ça, puisque je peux pas vraiment prouver quoi que ce soit, ben je me dis, je vais voir qu'est-ce que ça donne, tout simplement. Et moi, j'avais une espèce de pattern d'auto-sabotage que quand j'arrivais au succès, je me sabotais. Alors, quand je suis arrivée au plus haut échelon des journalistes, je me sabotais, je m'arrangeais pour être toujours, me reculer ou m'abaisser ou me tasser au moment où c'est mon tour d'avoir la grosse job, tu comprends? J'avais ce pattern-là de me saboter juste avant d'arriver au succès. Et au bout de quelques mois, j'ai regardé en arrière, puis je me suis dit, regardant ça, je ne me sabote plus. Et je savais que ça venait de cette expérience-là, où est-ce que j'avais compris, où mon corps avait compris que quand j'arrive à un certain niveau de succès, je suis en danger de mort. Mes cellules se rappelaient que j'étais en danger de mort si j'arrivais à un certain niveau de succès. Alors, en faisant cette expérience-là, en vivant cette expérience-là, ça s'est dissous. C'est une histoire que j'ai racontée dans un de mes livres qui s'appelle « C'est quoi l'amour ?» Et j'en ai vécu beaucoup comme ça. Fait que si tu veux savoir si je crois à la vie après la mort, non seulement je crois à la vie après la mort, je comprends qu'on est l'ensemble de nos expériences, qu'on ne perd rien et qu'on continue d'évoluer constamment, malgré que c'est pas linéaire. On peut être dans une vie, par exemple, j'ai souvent, par exemple, la sensation d'avoir été beaucoup plus évolué dans une autre vie que dans celle-ci. C'est pas linéaire. On peut avoir vécu des éveils dans différentes vies, puis après ça, vivre autre chose, puis revenir. Alors, c'est pas quelque chose, tu sais, c'est circulaire. Hein? Les Mayas expliquaient que le temps est circulaire et non linéaire. Ça, c'est quelque chose que je commence à intégrer de plus en plus. Donc, oui, je sais que je suis la somme de mes expériences. Je sais que j'ai tout été. J'ai été bandit de grand chemin. Je me suis retrouvée crucifiée à un moment donné. J'ai même pensé que j'étais Jésus. Puis en pensant ça, j'étais sous hypnose cette fois-là. Je me suis vue la tête me retourner et voir 2 autres bandits en train de mourir au bout de leur sang, eux autres aussi, là. Et là, excuse-moi, c'est effrayant de dire ça de même, mais j'ai réalisé que non seulement j'étais pas Jésus, j'étais pas non plus celui qui était à droite de Jésus. J'étais juste un bandit de grand chemin. Puis il est crucifié 3 par 3 dans ce temps-là. Alors, bref, j'ai revécu un paquet d'expériences qui m'ont permis d'intégrer dans mon corps, qui a rien à voir avec ma tête puis des croyances, que non seulement
la conscience survit au corps physique, mais qu'on revient de vie en vie avec un bagage et qu'on peut aussi transcender. Et que là, on vit à une époque exceptionnelle où on a l'opportunité, la chance de mettre derrière tout ce bagage-là qui appartient à une autre énergie, à l'ère de la dualité, alors qu'on entre dans une nouvelle ère, une ère d'unité, une ère de fraternité. Bien sûr que ça paraît pas encore quand on ouvre la télé et qu'on regarde les infos, mais nous, on le sait qu'on s'en va vers ça. Et moi, je suis sur le terrain, je le vis à temps plein, je vois l'éveil se produire, je vois les gens venir à moi sous différentes formes, en atelier, en voyage d'éveil, mais aussi en conférence. Et je reçois beaucoup de courriels de gens de partout, là. Ce qui fait que je suis en mesure de constater, parce que je suis une fille de terrain, qu'il se passe vraiment quelque chose présentement et qu'il y a de plus en plus de gens qui rentrent dans leur pouvoir de créateur. Et c'est magnifique à voir. Ouais, super, merci. Super beau témoignage. Je me demandais, vu que tu as interviewé tous ces gens-là, parce que si on se met dans la position d'une personne qui n'a pas vécu justement d'expérience qui les aide, c'est quoi selon toi les arguments les plus, peut-être pas convaincants, mais les plus plausibles qui aident à comprendre vraiment qu'il y a une vie après la mort si une personne n'a pas vécu d'expérience personnelle? Moi, je leur dis, essaye-le. Crois-moi surtout pas. Ouais. Essaye-le. Va tester des affaires. Toi puis moi, d'ailleurs, on a travaillé avec Jean-Jacques Charbonnier et moi, je l'ai fait, la fameuse expérience de TCH, de France Communication Hypnotique, parce que j'allais, pour la première fois, il est venu au Québec, puis j'allais l'interviewer justement pour mettre ça sur ma chaîne YouTube. Et ça faisait des années que j'aurais dû rencontrer Jean-Jacques, mais je l'avais pas fait pour toutes sortes de raisons. Alors, je suis allée faire l'expérience avant de l'interviewer, puis finalement, j'y ai dit, garde, au lieu de faire une entrevue comme tu fais tout le temps, là, je vais te raconter ce que j'ai vécu pendant la transe hypnotique, puis tu vas commenter. Et c'est là, ça, c'est l'entrevue que j'ai mise sur ma chaîne YouTube qui s'appelle LBN, là, pour la bonne nouvelle. Ouais. Bref, les gens pourront le retrouver, là, Jean-Jacques Charbonnier, France Gauthier, vous allez tomber dessus. Et j'explique qu'est-ce que j'ai vécu là, mais excuse-moi, là, on revient-moi avec ta question, c'était savoir... Ouais, non, c'est les arguments. Ouais. Essayez-le à travers une expérience d'hypnose avec Jean-Charles Chabot qui en fait de l'hypnose. Jean-Charles, tu devrais faire des ateliers toi aussi, là. Qui nous amène dans de l'auto-hypnose ou peu importe, de guérison, mais j'arrête pas depuis que je le connais de dire ça. Mais bref, tout ça pour dire que faites des expériences, essayez des affaires, allez sur une table de Reiki, allez en hypnose, allez dans des techniques de respiration, de communication avec d'autres dimensions. Essayez des affaires et vous allez le vivre par vous-même. Je te dirais que là où c'était le plus transcendant pour moi, c'est quand j'ai commencé à méditer. J'ai commencé à méditer en 2006. Et je suis pas très bonne dans rien dans la vie, mais j'ai une grande qualité, je suis persévérante. Alors, à force d'être persévérante, j'ai réussi à faire pas mal tout ce que je voulais. Et là, j'ai été très persévérante. J'ai médité tous les matins depuis ce temps-là, ou à peu près. Et la méditation a complètement changé ma vie parce que j'ai commencé à découvrir un espace d'intimité avec moi et de comprendre que je suis beaucoup plus grande que ce qu'on voit. Et même si je mesure 1m78, 5 pieds 10, je suis quand même déjà grande, là, mais je suis beaucoup plus grande que ce qu'on voit. Et c'est la même chose pour tous les autres, les êtres humains sur cette planète et tout ce qui vit par ailleurs, parce que on a toute une conscience beaucoup plus large que ce qu'on voit. Et ça m'a permis aussi de commencer l'écriture inspirée 1 an plus tard. Et l'écriture inspirée est l'outil qui a réellement changé ma vie, combiné à la méditation, parce qu'en écriture inspirée, j'ai découvert des mondes extraordinaires où est-ce que je me suis mis à recevoir des enseignements fabuleux, à voir les angles morts de ma vie, à être capable de comprendre des problématiques dans ma vie que je pouvais pas voir quand j'avais mes œillères de 3e dimension. L'écriture inspirée est devenue mon outil de prédilection, qui a développé une mécanique qui fait que maintenant je suis en communication, en contact avec l'invisible à temps plein d'une certaine façon, parce que nous le sommes tous, c'est juste qu'on n'est pas à l'écoute puis on prend pas conscience que, par exemple, l'esprit nous parle à travers notre dialogue intérieur ou que l'intuition nous parle à travers les sensations dans notre corps. L'intuition, c'est l'âme, puis l'esprit, c'est la conscience, dans le fond. Ce qui fait qu'on est constamment en communication avec une information qui existe, une connaissance qui existe partout dans l'univers, mais on n'en est pas conscient, tout simplement parce qu'on a été formaté pour l'analyse intellectuelle. On est tous allés à l'école, on est tous très intelligents, c'est extraordinaire, on a beaucoup de connaissances, mais on a
complètement occulté la partie du cerveau gauche qui est la partie du cerveau droit, pardon, qui est le cerveau créatif, qui, moi je dis tout le temps à la blague, là, mon cerveau gauche, qui est le cerveau rationnel, là, il est musclé comme Arnold Schwarzenegger, là. Tu sais, il va très, 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 très bien, là. Je suis allée à l'école longtemps, je suis allée à l'université, je suis devenue journaliste, j'ai une grosse tête. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup nuit. Parce que, au dépend de mon cerveau droit, qui est le cerveau créatif, qui a l'air d'André Sauvé, qui a l'air de, finalement, André Sauvé, ça, c'est une référence très québécoise. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui est gros comme ça, là, comme un pou. Il est totalement atrophié. Et ça m'a permis de voir que, OK, on était complètement en déséquilibre. En Occident, particulièrement, on est complètement en déséquilibre. On a tout misé sur l'intellect, on a tout misé sur l'analyse mentale, sur le cognitif, au dépens de tout ce qui est relié au subtil, et nous sommes avant tout des antennes de réception de connaissances universelles. Et quand on inverse l'équation, ce que je me suis employée à faire dans les 20 dernières années, c'est fabuleux. Alors, j'ai pris mon gros cerveau universitaire, puis je l'ai mis à off, et j'ai ouvert mon cœur, j'ai commencé à recevoir de l'information de toutes les formes possibles, par écriture, par sensation, par intuition, par perception. Et le cerveau devient à ce moment-là à la solde, c'est-à-dire qu'il devient le co-créateur, il se met au service du cœur et ça change complètement l'équation. Ça change la donne, ça change l'expérience de vie, ce qui fait que moi, je ne réfléchis plus à rien. Je suis plus capable, d'ailleurs, j'ai totalement perdu mes capacités cognitives, là, j'ai tout oublié. De toute façon, Google s'en souvient pour moi. Alors, j'ai pas besoin de me souvenir de quoi que ce soit. J'ai juste besoin de me mettre au service de cette magnifique connaissance universelle qui arrive à travers l'inspiration, à travers l'écriture, à travers les sensations, à travers l'ouverture du cœur. Ça a l'air très, très, très ésotérique et quétaine qu'on dit ici au Québec, kitsch, ou comment est-ce qu'ils diraient ça les Français? Kitsch, ça va, hein? Ça peut paraître kitsch de dire l'ouverture du cœur, mais sachez que c'est une fréquence et que ça se sent, et c'est une vibration que moi, je ressens. Je rentre dans une salle, un endroit, par exemple, qui est rempli de monde X, dans un contexte X. Je sais si je suis ou non à la bonne place par la sensation que je vais avoir dans ma poitrine. Et là, après ça, mon cerveau peut embarquer, puis s'ostiner avec ça, ou écouter, parce que je commence à avoir de l'expérience, et savoir que là, je suis pas à ma place. Et de rentrer ailleurs, puis de savoir que je suis à ma place par la sensation inverse, la poitrine qui s'ouvre comme ça. Et c'est vraiment une sensation physique qui n'a rien d'ésotérique, n'a rien de fleur bleue. Encore fallait-il que je prenne le temps d'apprendre à la ressentir et savoir comment ça fonctionne. Ce que j'enseigne aujourd'hui, puis c'est tellement simple que c'est simplet à la rigueur, et c'est tellement simplet que les gens vont dire, mais ça se peut pas, ça existe pas. Oui. Non seulement ça existe. Et quand je dis quelque chose d'intelligent, la couronne me vibre. Alors, présentement, la couronne me vibre pour que les gens entendent ce que je viens de dire. C'est peut-être simplet. Ça n'a rien de simplet. C'est absolument fabuleux parce que quand on commence à ressentir ça, on sait exactement ce qui est bon pour nous, si ce projet-là est bon pour nous, si cette relation-là est bonne pour nous, si ce milieu de travail-là est bon pour nous. On le sait instantanément parce que notre corps nous parle, notre intuition nous parle, nos perceptions nous parlent. Moi, j'ai des visions, je reçois des downloads d'informations, tout ça est le mécanisme qui s'est développé suite à la pratique de l'écriture inspirée que j'ai fait de façon systématique pendant plusieurs années. Et ça a développé une mécanique. Et aujourd'hui, j'écris quand je veux que ça reste. J'écris quand j'ai envie de développer. J'écris quand je sens que j'ai besoin d'un petit éclairage un petit peu plus élargi. Mais sinon, je pose mes questions intérieurement après la méditation, je reçois mes messages. Je guide des méditations, par exemple, depuis la COVID. Dans le temps du confinement, je me suis mise à guider des méditations gratuitement pendant des mois de temps. Ça a duré 2 mois et demi. J'ai invité les gens le 12 mars en voyant la folie qui était en train de s'emparer du monde entier, avec des images à la télé de gens qui se garrochaient en bon français, qui se précipitaient sur le papier de toilette. Je me suis dit, mon Dieu, les gens ont peur pour vrai. Alors, j'ai invité ma communauté à méditer avec moi le lendemain en disant, on va installer une autre énergie. On va essayer de transcender la peur, installer une énergie de foi, de confiance, de légèreté à travers tout ça. Et je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que le 13 mars, un vendredi 13, il y a 13 000 personnes qui ont médité avec moi. Et là, j'ai vu le petit clin d'œil de l'univers et j'ai dit, OK, c'est beau, je vais le faire. Et j'ai fait ça tous les matins pendant 2 mois et demi de temps. On était des milliers à méditer ensemble pendant des
mois de temps. Et c'est fou ce que ça faisait. Là, j'ai découvert dans l'expérience la puissance du groupe, ce qui fait que j'ai continué à le faire dans un groupe privé depuis le 1er juin. Et on est 700 présentement à méditer ensemble 3 matins semaine. Et ces 3 matins-là, quand on est en direct ensemble, puis tu peux le faire en différé, ça fait exactement le même travail, là. Là, c'est là que je vois la puissance du groupe. Et j'ai réalisé que j'avais juste à fermer les yeux, me laisser guider et que j'étais totalement inspirée à guider tous ces gens-là parce que j'ai développé ce canal-là. Mais tout ça, là, je suis pas plus fine que toi ou qu'un autre à côté, là. Tout ça, tout le monde sur la planète au complet a la possibilité de développer et d'ouvrir ce canal-là et se brancher sur la connaissance universelle, sur l'amour universel. Nous sommes tous des canaux. Qu'on pourrait appeler médium. Tu sais, mais le mot médium, moi, il a fallu que j'aille voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire là, quand je suis allée voir la fameuse médium pour l'émission de télé. Là. Ouais. Je savais pas ce que ça voulait dire, à part pour un T-shirt puis de la pizza. Là, moi, un médium, je savais pas c'était quoi. Là. Fait que je suis allée voir dans le dictionnaire. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, donc. Alors, c'est simplement un intermédiaire entre le visible et l'invisible. Et là, je me suis dit, c'est bien ça. Eh bien, on est tous un intermédiaire entre le visible et l'invisible. Parce qu'on est tous inspirés ou intuitifs. On dit tu sais, les gars, on va pas dire qu'ils sont intuitifs, on va dire qu'ils sont instinctifs. Ah, ce gars-là, il a de l'instinct. Cet homme-là, il a de l'instinct. Hein? C'est un visionnaire. On va utiliser d'autres mots pour les hommes, mais si on revient à la base, l'intuition ou l'instinct, c'est la même chose. Les perceptions, l'inspiration ou visionnaire, c'est la même chose. Il y en a une partie qui se passe là, l'autre partie se passe là. OK, je vais monter ma main, là, mais c'est dans le corps. Alors, dans le corps, c'est l'intuition. Et ce qui passe par le canal de la pensée, c'est les perceptions puis l'inspiration. Bien sûr qu'il faut que ça passe par le canal de la pensée parce que on va pouvoir le mettre en mots éventuellement ou en images. Mais l'inspiration n'a pas une langue ou une image particulière, ce sont des concepts. Parce que je dis tout le temps, si l'inspiration avait une langue, eh bien, les pauvres Chinois ne seraient pas inspirés parce que moi, je le suis en français. Alors que tout le monde sur la planète a accès à l'inspiration. Alors, ça rentre par concept. Et notre cerveau va le formater pour le mettre en mots, en images, dépendamment si vous êtes plus clairvoyant, clairaudient, clair connaissant. C'est tous des mots qui ont été inventés pour finalement dire la même chose, qui est une forme de communication avec l'invisible. Et ça se développe pour tout le monde parce que moi, je suis une scientifique, j'ai étudié pour devenir médecin, j'ai changé d'idée en 3e année, je ne croyais à rien du tout et je suis capable de le développer pour moi. Ça veut dire que tout le monde peut faire ça, là, on s'entend, là. Je pense même à l'Institut HeartMath, il parle justement de quand l'ouverture du cœur que tu parlais tantôt, mais que les informations rentreraient dans le cœur puis que ça monterait au cerveau, puis qu'on a des neurones autant dans le cerveau que dans le cœur puis dans les intestins, et qu'il y a plus de réseaux neuronaux qui montent vers le haut. Ben oui. Il y en a plus ici qu'il y en a là. Oui, j'ai lu ça moi aussi. Et effectivement, je te dirais que depuis que sais-tu comment est-ce que j'ai découvert ce qu'on appelle la vibration du cœur? Qui fait très fleur bleue, soit dit en passant, mais ça n'a rien de fleur bleue parce que c'est vraiment une sensation physique, là. Eh bien, c'est grâce à un homme. C'est formidable, n'est-ce pas? Parlons des hommes, Jean-Charles. Ou parlons des femmes. Avant de continuer, on reviendra à l'amour tantôt. Hein? Je dis, on reviendra à l'amour peut-être tantôt. Je vois juste une question qui vient de passer. Il y a Chantalou qui pose la question. Quel genre de méditation? Tu as parlé que tu fais de la méditation. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu médites? Ben, en fait, ce que je fais avec mon groupe, là, c'est que je me laisse inspirer d'un thème, puis on a un thème tous les matins qu'on va aborder, ça peut être pour amener plus de conscience à soi, puis à l'humanité, pour plus de compassion, pour plus de créativité. Alors, bref, je me laisse inspirer du sujet ou de l'intention qu'on va placer en groupe. Puis, on utilise aussi beaucoup la force du groupe pour placer une intention puis voir ce que ça donne par la suite. On est comme un laboratoire ambulant, là, ma gang puis moi, présentement. Et je reçois des témoignages fascinants, là, tu sais, on fait des trucs de guérison aussi, là, puis on fait toutes sortes d'affaires ensemble qui font en sorte que on voit la force du groupe. Mais ce sont des méditations à thème où est-ce que je guide le début de la méditation, puis par la suite, je laisse un temps où est-ce qu'on se projette soi-même dans son espace avec un petit peu de musique douce, mais où il n'y a pas de parole, où je ne parle plus pendant un certain temps. Après ça, on revient, puis on voit ce que ça a donné. Et c'est absolument fascinant ce que ça donne pour l'instant, là. Et je sais qu'on est qu'au début de ce que on est capable de découvrir avec ce groupe-là. Et je fais venir aussi des experts de d'autres écoles
qui vont venir guider mon groupe une fois de temps en temps, ce qui fait qu'ils ont un programme en ligne où est-ce qu'ils peuvent refaire les méditations avec les autres experts, avec d'autres approches. Puis moi, des méditations que j'ai aussi mis dans ce groupe-là en ligne, puis les autres sont en direct dans un groupe Facebook privé. Alors, ils ont accès à des dizaines et des dizaines de guidances de méditation différentes, ce qui fait qu'ils en ont autant qu'ils peuvent. Puis quand tu médites par toi-même, qu'est-ce que tu fais comme méditation? Ça ressemble à quoi? Quand je médite par moi-même, c'est très, très simple. Hein? Si j'avais eu la présence d'esprit d'écrire le livre sur la pleine conscience il y a 10 ans ou 12 ans quand j'ai découvert ça pour moi, là, puis je savais pas que ça s'appelait comme ça, ben je serais devenu millionnaire comme l'Américain qui a mis ça au goût du jour, là, qui a emprunté ça évidemment du bouddhisme, puis de Vipassana, puis de blabla. Bon, alors tout ça pour dire que moi, j'ai découvert que j'étais pas bonne du tout en méditation, je suis la plus pourrie, je suis incapable d'arrêter de penser. Alors ce qui me fait le plus de bien, ce qui est le plus facile pour moi, c'est simplement de m'asseoir là et de rester dans la présence de ce qui est. Alors, je me place dans un espace où d'abord, je respire profondément pendant quelques respirations et par la suite, je me laisse aller à simplement être présente au bruit ambiant, à la musique, aux oiseaux qui chantent. Et quand je pars dans mes pensées, parce que je pars dans mes pensées et régulièrement, j'essaie de pas me juger, je me ramène et je reste dans la présence. Et ça, c'est simplement, et c'est ça la définition de la pleine conscience. Puis j'utilise toutes sortes de petites techniques que je change une fois de temps en temps pour moi-même aussi. Là. Ça peut être d'unir mes trois corps, c'est-à-dire mon âme, mon esprit et mon corps physique, et de vraiment aller rencontrer un état d'extase. On m'a montré aussi, après la méditation, dans des downloads dont je te parlais tout à l'heure, que je reçois régulièrement, comment descendre, en fait, comment atteindre un état de connexion avec ce qu'on appelle Dieu ou la source ou l'univers, appelle-le comme tu voudras, là, je suis pas religieuse du tout, mais comment rencontrer Dieu le plus rapidement possible. Et on me disait, descends en spirale dans ton thymus, puis je savais même pas où était mon thymus à ce moment-là, il a fallu que j'aille voir sur Google, qui est mon meilleur ami, là. Alors bref, on me disait, descends dans ton thymus en spirale à l'infiniment petit et tu vas rencontrer l'infiniment grand. Et là, j'ai vécu ça, j'ai vécu la connexion. Puis après ça, je me suis mis à l'enseigner puis à l'utiliser aussi comme technique. Fait que c'est quelque chose qu'on fait avec le groupe une fois de temps en temps. Alors, j'utilise différentes techniques pour que ce soit varié et qu'on ait différentes expériences. Et eux autres, ils peuvent par la suite refaire les méditations qui sont déjà là, tu sais. Et puis j'ai vu une question passer par rapport à l'écriture inspirée. Ben, ceux qui connaissent vraiment rien là-dessus, est-ce que ça se fait nécessairement avec un crayon? Est-ce que ça peut se faire à l'ordinateur? Ça peut se faire à l'ordinateur. Si tu peux écrire avec tes orteils si tu as envie, il n'y en a pas de problème. Parce que dans le fond, l'écriture, ce n'est que le prolongement du canal. Puis je dis tout le temps, ne vous mettez pas d'obstacles, de prérequis. Est-ce que ça prend une chandelle, de l'encens? Pour moi, ça, c'est des produits dérivés. Ça n'a aucune importance. T'en mets si ça te met dans un bel état et c'est tout. Mais c'est tellement simple, l'écriture inspirée, là, pour moi. Tu t'assois et t'écris. That's it. Après ça, oui, j'en ai fait un atelier d'une journée pour que les gens expérimentent, puis je leur donne des techniques, puis je leur donne des façons de contourner le mental. Je leur donne aussi les indices qui leur permettent de savoir que c'est de l'inspiration. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai commencé, je suis une self-made woman, il n'y a pas personne qui m'a enseigné ça. Je me suis assise, puis je me suis mis à écrire tous les matins pendant 3 ans avant de réaliser que ça fonctionnait. Parce que je savais pas que c'était inspiré. J'ai ouvert un cahier à un moment donné, puis j'ai ouvert au hasard des textes que j'avais écrits dans les 3 années précédentes, puis je suis tombée sur des textes qui, mon Dieu Seigneur, j'ai reçu ça, moi, puis ça s'était produit dans ma vie, ça avait donné un éclairage, ça avait changé complètement ma façon de voir la vie. Fait que là, j'ai réalisé que ça fonctionnait, j'ai décortiqué le processus, puis je me suis mis à l'enseigner. Mais c'est simple comme... Prenez le temps de méditer, 15 minutes, 20 minutes, asseyez-vous, prenez un crayon, posez une question ouverte à ce que vous appelez peut-être l'univers, la source, Dieu ou peu importe, puis écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Ça, c'est la première étape d'essayer. Puis par la suite, si vous avez envie d'être guidé, ben moi, j'ai un atelier en ligne qui dure 5 heures, qui se fait à votre rythme par capsule de 20-30 minutes. Ça se suit très bien. Il y a des milliers de personnes qui ont fait cet atelier-là avec moi, puis ça a changé leur vie. Ce qui fait que c'est vraiment quelque chose de simple, accessible à tous. Écoute, Jean-Charles, j'ai eu des bûcherons, des médecins, des enfants, des grands-mères. J'ai eu du monde de tous les horizons que tu peux imaginer. Je prends les plus jeunes que j'ai pris, là, il y avait 13 ans, parce que je veux pas aller en bas de ça, mais ils viennent avec un parent. Et les enfants, les jeunes, ils l'ont naturel, c'est fascinant. Ce qui fait que je m'amuse beaucoup à donner cet atelier-là. Là, présentement, je le donne pas en présentiel.
Mais je l'ai donné en Europe, je l'ai donné partout au Québec pendant des années de temps. Tu le sais, ça fait combien d'années? Ouais. Ça fait 10 ans que je roule avec ça. Ben ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des milliers de personnes qui l'ont fait, là. Et ça vraiment, ça change la perspective. Ça ouvre un champ de tous les possibles quand on se donne la peine de le faire. Bien sûr que si tu t'écris pas, ça marchera pas. Hein? C'est comme faire des gammes au piano, là. Si tu fais pas tes gammes, tu joueras pas de piano. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est un peu de pratique. Puis après ça, ça part, puis ça n'a pas besoin d'être très exhaustif, là. Tu sais, ça dépend de la personnalité. Moi, je faisais ça avec ma grande amie qui est décédée aujourd'hui, Anne-Marie Séguin, sur qui j'ai écrit plusieurs livres d'ailleurs, parce que c'était comme ma jumelle d'âme avec qui je faisais tout mon parcours d'évolution spirituelle. Et avec Anne-Marie, on faisait de l'écriture ensemble, puis elle avait une plume, c'était de la petite dentelle. Alors, dans plusieurs de mes livres, dont C'est quoi l'amour, Vivre et mourir guéri, ces deux livres-là, les textes qu'Anne-Marie a canalisés se retrouvent dans ces livres-là. C'est de toute beauté les enseignements qu'on a reçus. Mais moi, j'écris comme une journaliste, c'est-à-dire beaucoup plus succinct. Alors, elle peut écrire 4 pages, puis moi, je vais écrire 4 paragraphes. Mais l'information est là quand même, tu comprends? C'est pas une affaire de longueur de texte. C'est vraiment plus une question des fois, c'est un mot, une phrase qui répond à la question ou à la préoccupation du jour. Et ce seul mot-là va transformer l'expérience. Ouais. Je me souviens, je vais donner des exemples, là. Ouais, vas-y. Quand j'ai commencé à réaliser que ça fonctionnait, le premier message conscient que j'ai reçu, c'était conscient dans le sens de consciente que ça marche, parce que ça faisait 3 ans que j'écrivais déjà. Ça a été au printemps 2010 et je venais de perdre mon boulot. En fait, j'animais une série documentaire sur une chaîne spécialisée ici au Québec et j'ai appris que, en plus, je venais de faire un rêve prémonitoire. Je savais que j'avais plus de job, là, mais j'ai appris que ma série n'était pas renouvelée. Et là, je suis allée en écriture et ça m'a dit, et le mot est descendu, là, j'appelle ça des downloads. C'est comme si ça descend comme un fichier compressé, puis après ça, faut que tu l'ouvres pour savoir ce qu'il y a dedans, là. Ça m'a dit, il est temps que tu fasses un reset. Et là, le mot en anglais descendait, c'était le mot reset. Puis là, il me disait, t'appuies sur le bouton de l'ordinateur, tu mets tout à off, puis quand tu vas revenir, ta création va décupler de vitesse et d'intensité. Je comprenais pas trop, mais j'ai décidé de faire une profession de foi parce que le message est revenu à plusieurs reprises. Hein. Ça a quand même pris quelques reprises avant que je me croie parce que j'ai la tête dure. Et à l'été, je suis partie, cet été-là, j'avais une maison de campagne à flanc de montagne, là, en Estrie. Je suis partie avec mes 2 enfants. On me disait en écriture, amuse-toi, joue avec tes enfants, baigne-toi, puis médite. C'était ça la prescription pour l'été. Et pendant l'été, je me suis mis à recevoir d'autres messages, des messages entre autres qui me disaient, et donc, quand je te dis ça peut être juste une phrase, là, à un moment donné, on m'a dit, le web est votre toile qui peut faire lever le voile. Et là, je pensais que j'avais fumé du pot, là, mais non, j'en fume plus depuis 30 ans, fait que c'était pas ça. Tellement la phrase était, ça se peut pas, là, tu sais, ça peut pas venir de moi. Et le web est votre toile qui peut faire lever le voile. En 2010, moi, Jean-Charles, là, tu me connais, j'étais une technouille, je le suis encore, là. Fait que j'étais une vraie technouille à cette époque-là. J'avais pas de site Internet. J'ai demandé à mon amoureux de l'époque, qui lui est un whiz, OK, fais-moi un petit site Internet, là. D'après moi, c'est ça qu'ils veulent me dire. Quand je dis il, je savais pas trop de quoi je parlais. J'appelle ça mes frères des étoiles ou mes guides ou peu importe, mon grand soi. Pour moi, c'est toute la même chose. J'ai sorti ça de la boîte, là. Je ne canalise pas une patente ou un guide en particulier ou Dieu lui-même en personne comme Neil Donald Walsh. Je canalise ce que j'appelle le grand soi qui, lui, est branché sur l'univers au complet. Alors, on m'a dit, le web est votre toile qui peut faire lever le voile. Parfait, je comprends pas trop, mais ça doit vouloir dire de me faire un site Internet. Et par la suite, j'ai fait mon site, j'ai mis des dates de conférences qu'on m'avait invitées. Et là, quelques semaines plus tard, on m'a dit aussi, prépare-toi en écriture, prépare-toi, tu vas donner des conférences et des ateliers en grand nombre. Puis là, moi, je savais même pas de quoi il parlait. Là, je suis une fille de télé. Là. Moi, je m'en allais retourner faire un projet de télé. Et finalement, j'ai été invitée à une émission d'affaires publiques populaire ici à Denis Lévesque. Et puis, mon site Internet a explosé. J'avais mis quelques dates d'ateliers, puis ça a façonné le reste du parcours. Les salles étaient pleines partout. Alors, je me suis dit, ça doit être ça que j'ai à faire. Ça a été aussi simple que ça. Puis en même temps, ça prenait aussi le courage de dire, je l'essaye, là, parce que c'était facile pour moi de retourner faire de la télé. Là, j'en faisais depuis 22 ans et c'est ça qui avait nourri mes enfants jusqu'à ce moment-là.
Mais ça prenait le courage de me faire confiance. Et ça, par exemple, je l'ai eu. J'ai eu l'élan, en tout cas, de faire confiance. Et j'ai suivi la voie. Puis ça a été, jusqu'à aujourd'hui, du pur bonheur. Wow. Ouais. Il y a une petite question que Myriam, on va revenir sur l'écriture inspirée. Myriam pose la question, comment savoir si le message en écriture inspirée vient de son âme ou d'une autre source? Comment savoir que ce n'est pas l'esprit conscient? Peux-tu nous dire quelque chose? Excusez-moi, là, pour moi, l'esprit conscient, l'âme, la source, c'est toute la même chose. On va ramener ça à quelque chose de très simple. Sinon, on va partir des débats interminables entre l'âme et l'esprit. Puis, les religions s'en sont occupées. Je vais les laisser faire. Ils sont très, très bons pour amener ça dans la dualité. Moi, je vais ramener ça à un. On est un duo âme-esprit et je suis capable de faire la différence entre l'inspiration et l'intuition. Et pour moi, l'intuition est reliée à l'âme, qui est reliée à l'amour universel, et l'inspiration est reliée à l'esprit, qui est reliée à la connaissance universelle. Personnellement, je suis plus perceptive, donc j'ai plus d'inspiration que d'intuition. J'ai développé l'intuition quand j'ai eu des enfants. Mes grossesses m'ont permis de connecter avec mon corps, ce que j'avais occulté dans ma jeunesse. J'étais très, très concentrée ici. Puis aujourd'hui, d'ailleurs en écriture, on me l'a dit il y a quelques années, vous n'êtes plus ni femme ni homme, ça voulait dire que j'avais déjà équilibré les deux principes. Mais je dirais que l'esprit va utiliser le canal de l'inspiration pour nous souffler les lignes et nous montrer la voie. L'âme va utiliser le canal de l'intuition, c'est-à-dire les sensations dans le corps pour nous dire est-ce que tu es à la bonne place ou si tu n'es pas à la bonne place. Est-ce que c'est un bon projet pour toi? Est-ce que c'est ça que tu as envie de faire? Ton corps va te le dire. Si ça se contracte, puis que ça, tu sais, je vais te donner un exemple, là. À un moment donné, la fameuse maison où est-ce que je suis allée faire mon reset, là, c'était une maison de campagne exceptionnelle sur le bord, à flanc de montagne, près d'un petit lac écologique. C'est la maison que j'ai le plus aimée de ma vie. Et un matin, au bout de 6 ans dans cette maison-là, où je pensais aller prendre ma retraite, continuer à écrire quand les enfants allaient partir et tout ça, un matin après la méditation, la seule pensée de rester là une autre année me contractait la poitrine et la gorge à m'étouffer, là. J'avais comme un haut-le-cœur à rester dans la plus belle maison que j'ai eue de ma vie, là. On s'entend que ça fait pas de sens, OK? Si ta tête embarque, et c'est ce que ma tête a fait, elle a embarqué, puis elle s'est mise à s'obstiner avec la sensation. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, t'es pas pour vendre cette maison-là, c'est la maison que tu as le plus aimée. Et là, j'ai arrêté. Je me suis dit, France, attends un peu, là. T'as de l'expérience maintenant, là. Repense à rester là une autre année. Même affaire, la poitrine se contracte, la gorge se contracte. Alors, je me suis dit, là, je peux pas passer à côté. Je le sais que quand ça me fait ça, c'est la fin de quelque chose. Ce qui fait que j'ai mis la maison à vendre, j'ai trouvé l'acheteur parfait, puis j'avais un vague projet avec mon amie Anne-Marie d'avoir une écurie parce qu'elle voulait avoir des chevaux dans sa cour avant de mourir. Et on a acheté une écurie. Dans les 2 semaines, tout était réglé. Ma maison était vendue, on avait acheté une écurie. On avait le projet parfait pour ce qu'on avait à vivre ensemble pour les 3 années qui ont suivi. Elle est décédée pendant qu'on a eu... là, je vais me mettre à pleurer. Elle est décédée quand on avait l'écurie et même si ça a été une folie d'un point de vue financier, d'un point de vue terre à terre, d'un point de vue tout ce que les gens ont pu nous dire autour, moi, je sais que j'ai pas besoin d'aller en Inde pour rencontrer mon soi supérieur. Là, je l'ai rencontré à Waterville, à mon écurie. On a des terrains initiatiques, on peut en avoir partout sur la planète. C'est pas nécessaire de courir le monde entier. Et d'ailleurs, la beauté de la COVID, c'est que ça nous ramène à ici, maintenant, avec nous-mêmes, où est-ce qu'on ne peut plus voyager à travers le monde pour voir ailleurs si on y est. Moi, je l'ai trouvé dans un espace en vase clos avec ma jumelle où est-ce qu'on s'est frotté une à l'autre, on a évolué à vitesse grand V, elle est partie en paix et ça a été extraordinaire comme terrain de jeu initiatique. Fait que voilà, c'est mon corps qui me l'a dit que c'était le temps de vendre la maison. Puis quand on est arrivé à l'écurie, c'est mon corps qui m'a dit « Wow, t'es à la bonne place ». Ça vibrait tellement ici là que c'était comme si le cœur allait me sortir de la poitrine. Alors c'était clair que ce projet-là, il devait arriver dans ma vie, puis il fallait que je le vive. Ça a duré 3 ans, ça a été extraordinaire, j'ai revendu, puis il y a d'autres choses qui est arrivé. Et c'est toujours comme ça que je choisis mes projets. Ça vibre ici, puis c'est pas une affaire ésotérique, là, c'est tellement, tellement physique. Il faut juste se donner la permission de le ressentir parce qu'on est tellement formaté pour
réfléchir que dès qu'on ressent quelque chose, on met un couvercle dessus et on dit, ben non, ça n'a pas d'allure. Parce que qu'est-ce que les gens vont penser? Ça va coûter trop cher. Tous les conditionnements embarquent instantanément. Et c'est ça qui fait qu'on se sabote constamment et qu'on est rarement à la place où on devrait être parce qu'on n'écoute pas notre corps et on n'écoute pas non plus les inspirations qui arrivent dans notre dialogue. Fait que pour finir de répondre à cette dame-là, je ne fais aucune différence à part que je sais que quand mon âme me parle, ça passe par le corps, et quand l'inspiration me parle ou l'esprit me parle, ça passe par des idées, des flashs, des inspirations. Ça fait comme, wouh, OK, c'est ça que je vais faire. Mais ça se passe ici. Ça, c'est l'esprit. Puis là, ça, c'est l'âme. OK. Super. Est-ce que c'est clair? Ça doit être clair. Oui, c'est c'est bien clair. Et on est comme l'esprit. On ne peut pas les séparer. Ben oui. On ne peut pas les séparer. Ouais. Là, je vois le temps qui avance. Si vous avez des questions, je vois des questions qui passent un petit peu. Je vous invite à les poser. On va prendre un petit temps pour les questions. Mais... Attends, il y a Léon Maurice Lavoie. Ben oui, c'est mon ami en plus. Ah, Léon est là. Léon est là, il dit moins raisonner dans la raison pour mieux raisonner dans le cœur. C'est très bien vu. Je m'en vais d'ailleurs donner une conférence sur scène avec Léon la semaine prochaine. J'ai tellement hâte. Ben oui, à Saint-Césaire. Oui, jeudi, c'est pas la première fois que je retourne sur scène. C'est quelle date exactement, tant qu'à faire? C'est le 10 septembre, jeudi, à Saint-Césaire. Vous pouvez tout trouver sur Se relier au cœur du monde. C'est ça, hein, Se relier au cœur du monde? Oui. Se relier au cœur du monde, ou simplement aller voir sur ma page Facebook, France Gauthier, personnage public. Là, j'ai mis l'affiche. Ouais. Et Léon, peut-être même tu peux marquer Léon, commentaire si tu veux. Oui, c'est ça. Donne-nous l'info. Ouais. C'est bon, ça. Avant qu'on termine, j'aimerais ça qu'on continue juste un dernier petit bout sur quelque chose qu'on a commencé à parler avant que ça commence. On parlait d'amour. J'aimerais ça t'entendre, justement, tu sais, l'amour aujourd'hui, l'amour de couple, ça ressemble à quoi, toi? Comment tu vois ça? Comment tu ressens ça? Vers où on se dirige par rapport à ça? Ben, écoute, dans la même veine de ce qu'on vient de parler, l'amour, là, c'est pas un sentiment. Parce que l'amour, c'est une fréquence. L'amour, c'est une vibration. C'est quelque chose c'est quelque chose qu'on ressent dans le fond, dans tout notre corps. C'est pas juste un sentiment d'avoir envie de l'autre ou c'est vraiment beaucoup plus que ça, hein. C'est une fréquence, l'amour. Et quand on la ressent, c'est ce qui nous anime dans le fond. Nous sommes amour et connaissance et pure conscience. Dans l'univers, il existe que l'amour et la conscience. Et l'amour, c'est le mouvement qui nous anime, puis la conscience, c'est la direction qu'on va donner à ce mouvement-là. Par exemple, moi, je suis une enseignante, je suis une animatrice. Alors, l'amour qui m'anime, c'est que je vais avoir envie, justement, d'animer soit des émissions de télé, soit des conférences. Et la direction, la conscience va me dire quelle direction prendre. Est-ce que je parle de tel sujet ou de tel autre sujet? Comment je fais ça? Alors, ça, c'est vraiment les concepts qui nous animent, qui font qu'on est en vie, puis qu'on a envie de se réunir, on a envie de s'unir. Maintenant, les relations amoureuses, si on veut passer par là, les relations amoureuses, c'est quoi l'amour? Là, c'est le titre du livre que j'ai écrit sur la guérison amoureuse. Eh bien, les relations amoureuses, c'est le terrain de jeu le plus extraordinaire pour aller se rencontrer soi-même. Chaque relation, chaque être humain qu'on va attirer dans une relation amoureuse vient nous donner la réplique dans notre grande pièce de théâtre. Souvent pour nous montrer nos failles à notre niveau d'évolution actuel, souvent pour nous montrer, nous provoquer, parce que quand on s'attire entre autres une âme sœur, ben l'âme sœur nous connaît et l'âme sœur va pas nous laisser rater notre vie en paix, elle va nous confronter jusqu'à ce qu'on se reconnaisse puis qu'on s'aime suffisamment soi-même. Et c'est ça le but des relations amoureuses, c'est vraiment d'avoir un miroir en avant de soi pour mieux se connaître, mieux se reconnaître et stimuler autant sa propre création que celle de l'autre. La raison pour laquelle quand ça fonctionne bien une relation amoureuse, là, c'est pas fusionnel, c'est organique. Et c'est quoi la différence? Je vais te donner l'image, là. On pense qu'une relation amoureuse parfaite, il faut que ce soit fusionnel, hein? Qu'on ait toujours envie d'être collé sur l'autre, qu'on soit pas capable de se passer de l'autre. Et d'ailleurs, toute la littérature shakespearienne et compagnie nous ont amené à croire que l'amour, il fallait que ça fasse mal, puis que ce soit douloureux, puis qu'on soit dans des « Ah, que tu me manques ». Bon, non. La vraie vie, là, c'est que le seul vrai amour existe uniquement dans le détachement. Et quand on est vraiment dans une relation amoureuse qui nous convient, on est plutôt dans une relation organique. Et l'image qui m'est venue pour expliquer ça, c'est deux pommiers, deux arbres à fruits.
Un pommier peut pas faire de pommes quand il est tout seul. Il a besoin d'un ami pommier à côté. Il faut qu'on les couple. Il faut qu'on les mette au moins 2 par 2 pour qu'ils fassent des pommes. Mais chacun a ses fruits. Chacun a sa création. Chacun a son déploiement. Et il y a une interconnexion que un va nourrir l'autre et l'autre va nourrir un. Ça, c'est une véritable relation amoureuse. Et c'est ça qu'on cherche. Malheureusement, pour la grande majorité d'entre nous, on se retrouve dans des relations de guérison parce qu'on va s'attirer des gens qui vont venir nous confronter dans nos blessures, qui vont éveiller nos blessures. Moi, c'est mes conjoints qui ont réveillé la trahison que je portais dans cette vie-ci, que je porterai toute ma vie, mais qui est beaucoup plus consciente aujourd'hui et beaucoup moins souffrante. Et grâce à eux, puis je dois dire ça comme ça, grâce à eux, le père de mes enfants et quelques conjoints qui sont passés dans ma vie, là, eh ben, ils sont venus me montrer ce que je portais pour que je puisse enfin rencontrer cette blessure-là, m'en affranchir, la guérir, la transcender et attirer des relations plus harmonieuses par la suite. Et c'est à ça que ça sert l'amour présentement dans notre niveau de conscience, c'est de rencontrer des gens qui nous amènent à nous élever en conscience, à nous guérir de nos patterns, de nos blessures et à se rencontrer, se reconnaître. Parce que ultimement, c'est ça qu'on cherche. On va avoir besoin d'un miroir en face de nous pour mieux s'unir à soi avant de pouvoir s'unir à l'autre. Fait que moi, en 2012, là, pour terminer là-dessus, si tu veux, là, je me suis organisé un mariage avec moi-même. Okay. Quand j'ai compris, je me suis fait un gros party, j'ai invité plein de monde, tous les gens que je connaissais, tous mes ex, tous les hommes de ma vie étaient là. Le conjoint de l'époque avec qui j'étais était là aussi. Il m'accompagnait pour une chanson que je chantais à l'autre d'avant que j'avais pas pu y chanter parce que j'avais écrit une chanson pour lui. Bref, c'était là un mariage du nouveau monde où j'ai invité les gens à faire un petit rituel avec moi pour se marier avec eux-mêmes s'ils voulaient le faire. Et qu'est-ce que ça voulait dire me marier avec moi-même? C'était simplement de faire un statement et de dire je peux pas être une bonne épouse ou je peux pas être une bonne conjointe pour qui que ce soit si je suis pas en amour avec moi avant toute chose. Et tout le parcours de guérison entre 2006 et 2011, 2012 que j'ai expliqué dans C'est quoi l'amour, il venait de se compléter et j'avais l'impression enfin que je me sentais pleine d'amour propre. Je me sentais remplie d'amour propre et que là, je pouvais être enfin une bonne partenaire amoureuse avec quelqu'un parce que j'étais avant tout amoureuse de moi. Fait que j'ai fait un gros party. Ça a été le plus beau party de ma vie. Vous étiez combien? J'avais invité 60 personnes. Écoute, c'était le jour de la fin du monde, le 21 décembre 2012, parce que j'ai dit, on va faire un 3 dans 1. Là. C'était mon anniversaire, c'était la fin du monde, puis c'était mon anniversaire qui s'en venait quelques jours plus tard. Après ça, la fin du monde et le mariage avec moi-même. J'avais 3 robes pour les 3 événements dans un. Je me suis amusée comme une petite folle. Et quand je repense aujourd'hui, parce que des fois je fais des exercices là, tu sais, de me remettre dans un état de joie profonde, c'est à cet événement-là que je pense, où est-ce que j'étais vraiment dans un état de joie extatique, de m'unir à moi-même. Et je pense que pour avoir une relation amoureuse, dans le fond, satisfaisante, il faut avant toute chose être en amour avec soi-même. Et ça, c'est un beau grand parcours. Puis là, les gens me disent souvent, ouais, mais là, ça veut-tu dire que je peux pas être en amour ou je peux pas être en couple tant que je me sens pas pleine ou remplie de moi-même? Je dis non, absolument pas. La seule chose, c'est que quand tu es à moitié plein, il faut pas que tu demandes à l'autre de remplir ton vase qui est à moitié plein. Il faut que tu sois conscient que c'est à toi de le remplir parce que si lui, on s'attire toujours ce qu'on porte, hein, Jean-Charles? Ouais. Si toi, tu es à moitié plein, tu vas t'attirer quelqu'un qui l'est aussi. Si tu lui demandes de te remplir ta coupe qui est à moitié pleine, il va se vider. Il pourra pas. Ouais. Et vice-versa. Ce qui fait que, bien sûr qu'on peut être en couple, même si on n'est pas complet, mais il faut d'abord être conscient que c'est pas à l'autre de venir nous compléter, c'est à nous de se compléter. Et c'est ça le grand défi, puis ça pourrait être juste ça la phrase qui fait toute la différence dans nos relations amoureuses. On ne peut pas attendre de l'autre qui vienne nous compléter. On a à le faire pour soi-même. Ouais. Ça fait bien du sens. C'est simple comme ça. Et en même temps, c'est complexe comme ça. Ben oui, je veux dire, apprendre à s'aimer, c'est quand même un parcours. Tu sais, quelqu'un qui, bon, c'est pas une question qui vient de là, mais quelqu'un qui veut commencer, dire, ouais, moi, je sens qu'il faut que j'apprenne à m'aimer. C'est quoi la première étape ou le conseil que tu donnerais à la personne? J'ai pas entendu, c'est que la personne... Si la personne dit, bon, moi, je veux apprendre à m'aimer, c'est quoi la première... Merci de poser la question parce qu'effectivement, moi, je pensais que je m'aimais beaucoup.
Puis en fait, je te dirais que j'avais plus un complexe de supériorité que, dans le fond, que je m'aimais beaucoup. Puis mon complexe de supériorité, ben, il me nuisait énormément. Il a fallu que je dessouffle ma balloune d'ego, là, que je dessouffle mon gros personnage pour en arriver à l'essence. Alors, c'est quoi l'amour de soi? C'est un long parcours parce que s'aimer, c'est s'aimer dans toutes ses failles. C'est de savoir s'aimer non seulement dans dans sa beauté puis dans nos forces, parce que ça, c'est facile. Moi, là, je m'aime beaucoup. Quand je donne une conférence puis que j'ai donné un bon show, là, je suis capable après ça de dire, wow, là, j'ai été bonne. Puis cette partie-là de moi est facile à aimer. Mais quand je dis des conneries, que je fais de la peine à quelqu'un, que je suis inadéquate, que ceci ou cela, c'est beaucoup plus difficile de m'aimer dans ces parties-là, dans les ombres. Finalement, c'est facile de s'aimer dans notre lumière, mais c'est difficile de s'aimer dans nos ombres. Alors, la phrase qui m'a le plus aidée, parce qu'on peut pas faire un cours de tout ça, là, éventuellement, j'en ferai un atelier de toute façon, mais on peut pas faire un cours de tout ça en quelques minutes, mais la phrase qui m'a le plus aidée, là, c'est quelqu'un qui m'a dit un jour, aime la personne, la fille en toi, qui sait pas comment faire autrement présentement, qui cherche juste à aimer puis à être aimée. Aime cette personne-là, puis la suite va venir. La solution va arriver, la guérison va se présenter éventuellement, mais en attendant qu'elle soit là, aime la personne qui sait pas comment faire autrement présentement. Et fais de ton mieux. Fait que ça, là, ça m'a enlevé toute la culpabilité de pas être adéquate, puis de tomber dans mes failles régulièrement, puis d'avoir... Parce que tomber, il n'y en a pas de problème. C'est quand on arrête de se relever qu'il y a un problème. Et c'est là où est-ce que je me suis permis de me donner de la bienveillance. Et c'est à partir du moment, en 2011, et ça, c'est bien expliqué dans C'est quoi l'amour, là, si vous voulez lire quelque chose là-dessus qui va résonner pour vous, là, avec les textes d'Anne-Marie canalisés sur l'amour, c'est de toute beauté, là. Mais ce qui a été le plus efficace pour moi, c'est quand j'ai enfin décidé d'aller rencontrer ma souffrance, de m'asseoir là pendant des jours de temps, puis d'aller rencontrer ma souffrance, jusqu'à ce que je l'ai suffisamment rencontrée pour l'aimer un petit peu, puis semer une petite graine de joie. Et là, j'ai arrosé la petite graine de joie jusqu'à ce que je m'en sorte complètement. Mais il fallait d'abord aller à la rencontre de ce qu'il y avait là, ce qu'on fait pas, les Occidentaux en particulier, puis je vous dirais que la planète est pas mal toute occidentalisée maintenant, là, dans toutes les grandes cités, là, mais ce qu'on fait pas parce qu'on a tendance à fuir. Le premier réflexe d'un Américain ou d'un Occidental, là, quand il y a une faille ou qu'il y a une peine d'amour ou qu'il se passe quelque chose qui est douloureux, ça va être de fuir. Et de fuir par le travail, par la bouffe, par l'alcool, par n'importe quelle forme de compensation, là, j'entends. Et on veut pas aller à la rencontre de cette souffrance-là parce que ça fait trop mal. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Se donner l'espace pour aller à la rencontre. Tu sais, les maîtres disent accueillir sa souffrance. Moi, cette phrase-là me faisait suer, là, Jean-Charles. Là, c'était comme, voyons donc, je veux accueillir ma souffrance, arrête-toi, je veux m'en débarrasser. C'est pas vrai que je vais aller accueillir ma souffrance. Jusqu'à ce que je comprenne que j'avais pas besoin de l'accueillir dans le sens passif du terme, mais que je pouvais aller à sa rencontre dans le sens très actif du terme parce que justement, je suis prête à la dissoudre. Et là, ça a tout changé mon expérience. Et c'est là, en 2011, que j'ai enfin accepté d'aller rencontrer ma souffrance qui me venait bien sûr du suicide de mon père, qui n'avait pas été évidemment adressé, puis j'avais pas complété le deuil, puis je m'étais évidemment j'avais répété le scénario dans plusieurs relations avec les hommes qui m'abandonnaient d'une certaine façon, comme mon père m'a abandonné, blablabla, me trahissait parce que c'est la trahison que je portais. Et pourtant, c'était jamais la faute des autres. C'était toujours, dans le fond, moi qui avais refusé d'aller à la rencontre de ça. Puis quand ça a été fait, et bien sûr que mes relations se sont transformées. Je trouve ça super intéressant. Puis quand tu dis rencontrer, est-ce que ça veut juste dire est-ce que ça veut dire connecter avec ça? Est-ce que tu interagis ou c'est juste d'observer, de dire c'est là ou t'envoies de l'amour? D'aller à la rencontre puis de l'observer. D'être là, de dire là pour toi, là. Et moi, je te dirais, là, j'avais tellement mal. On le sait, c'est quoi une peine d'amour, là? Tout le monde a vécu une peine d'amour, OK? Puis une peine d'amour, là, je pense qu'il n'y a rien qui fait plus mal que ça, là. J'ai accouché de 2 enfants, là. Toi, t'as pas eu cette chance-là, là. J'ai accouché de 2 enfants. C'est terrible comme ça fait mal. Mais ça va pas à la cheville d'une peine d'amour. On oublie, hein. Écoute, on est tellement niaiseuses, nous autres, les femmes, là, qu'on oublie, là, on en fait un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Alors, la douleur physique, on l'oublie. Mais une peine d'amour, ça fait tellement mal. Et tant et aussi longtemps
que j'étais pas apte à aller à la rencontre de cette douleur-là, que j'essayais de la fuir par tous les moyens, de compenser par tous les moyens, de remplacer un homme par un autre en me disant le prochain va être meilleur, ben je répétais constamment le même scénario avec des acteurs différents qui m'amenaient encore un petit peu plus loin dans ma blessure. Jusqu'à ce que j'accepte de m'asseoir là, puis ça me faisait mal comme si j'avais été battue de l'intérieur. J'avais là comme des contusions à l'intérieur de moi. Et c'est ça que j'ai fait. Je suis allée rencontrer chacune, pour vous donner une idée, là, j'ai fait un scan de mon corps. Je savais pas quoi faire, j'ai inventé quelque chose. Alors, j'ai fait un scan de mon corps, je suis allée rencontrer toutes les contusions que j'avais dans mon corps. Puis là, je prenais le temps de ressentir. Ça fait mal, mais je veux le ressentir pour comprendre. Et à force de faire ça, le simple fait de me donner cet amour-là, de me donner cette attention-là, on va dire ça de même, de me donner l'attention, de me permettre d'aller rencontrer cette souffrance-là, ça a semé une petite graine de joie. Et là, je pouvais arroser quelque chose. Tant et aussi longtemps que j'avais pas la petite graine de joie, là, je pouvais pas rien arroser. Non, mais c'est important ce que tu dis là, parce qu'effectivement, c'est pas juste de ressentir puis de ruminer l'histoire. Puis c'est la faute de l'autre, puis c'est un écœurant, puis c'est une bitch, puis bla, bla, bla. C'est d'accueillir puis d'envelopper à quelque part. Oui, ben moi, tous ces hommes-là, ils étaient à mon mariage avec moi-même. Je les ai tous remerciés. Et ils sont tous encore dans ma vie parce que c'est pas l'amour qui se transforme, c'est la relation. Alors, mes relations se sont transformées, mais je les aime tous encore parce qu'ils ont tous été de formidables partenaires de jeu dans ma pièce de théâtre, qui a été pathétique par moments et qui aujourd'hui est beaucoup plus drôle. C'est super. Écoute, on a déjà dépassé un petit peu. Juste avant, on va quand même te parler un petit peu de tes livres. Je vais prendre un petit moment juste pour ceux qui les connaissent pas. Donc, on a ton petit dernier ici, Chronique d'éveil. D'éveil qui est disponible en Europe depuis le mois de juin et qui est un recueil de chroniques sur tous les sujets. D'ailleurs, j'en parle d'amour là-dedans. Tous les sujets qui m'inspiraient à chaque mois. Je nourrissais ma communauté Facebook d'une certaine façon. Puis là, je les ai toutes réécrites et mis dans un contexte où est-ce que si, par exemple, un matin, vous vous levez puis vous avez envie d'ouvrir sur n'importe quelle chronique en vous posant une question, ben vous allez avoir une réponse là-dedans. Là, parce que c'est pas mal tous les sujets toutes les questions qu'on se pose sur un chemin d'éveil. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé ça chronique d'éveil. C'est pas exhaustif, c'est des chroniques de 3-4 pages, mais qui permettent d'amorcer une réflexion, surtout d'amorcer un contact de sensation avec soi-même. Alors, c'était ça que je voulais faire avec Chronique d'éveil. Puis, si on continue à descendre, là, l'autre qui a été publié l'année dernière et qui le guide de l'écriture inspirée. Le guide de l'écriture inspirée. Fait que si jamais vous voulez, vous avez pas, ou en tout cas vous avez pas envie de faire l'atelier là, qui est quand même beaucoup plus, il est complet, mais il est surtout c'est un accompagnement. Là, je vous accompagne dans le processus. Mais si vous voulez commencer par quelque chose de facile et voir si ça vous parle, ben le guide de l'écriture inspirée, c'est vraiment le fun parce que justement vous allez voir là, tout ce dont j'ai parlé, vous allez le retrouver là-dedans, puis quelques techniques, les conseils, puis les indices qui vous permettent de savoir que c'est de l'inspiration et tout ça, c'est là-dedans. Ben c'est super ça. Un grand merci, France. Vraiment, c'était très, très riche comme contenu. C'était super intéressant. J'ai presque pas parlé. C'était trop beau de t'entendre y aller. J'ai une grande gueule! Je peux terminer quand même en disant que le 21 septembre, avec ma partenaire, qui est une réalisatrice, productrice ici au Québec, on lance une plateforme multimédia qui s'appelle SEM Média, C-E-M-E, pour Conscience et Mieux-être. Et où je vais réunir, et Jean-Charles en fera partie éventuellement, là, parce que là, il m'a juste dit qu'il était trop occupé pour un certain temps, mais je veux réunir les acteurs de ce que j'appelle la nouvelle conscience, c'est-à-dire les experts, les maîtres dans leur domaine, qui vont venir partager leurs connaissances sous différentes formes. Il va y avoir du contenu gratuit, il va y avoir des formations en ligne, il va y avoir des associations avec beaucoup de gens. On commence modeste, mais on va quand même grossir rapidement. Je vais présenter les 12 premiers maîtres qui vont faire partie de la première cohorte à partir du 21 septembre. Et c'est tous des gens avec qui j'ai déjà travaillé, dont Pierre Lessard, avec qui j'ai écrit 2 livres. Tous des gens qui sont des rockstars dans leur domaine, des experts dans leur domaine, mais qui sont aussi très généreux de partager leurs connaissances. Notre ami Mario Beauregard va avoir une formation avec moi là-dessus et d'autres, plein de gens que toi tu connais évidemment, mais que ta communauté connaît peut-être un peu moins. Alors,
On lance ça le 21 septembre, Sem Média. Puis vous venez sur ma page publique, France Gauthier, le personnage public sur Facebook. Et Ouais. je vais annoncer tout ça avec les liens dans les prochaines semaines. Alors, si vous voulez, cliquez j'aime sur ma page publique, puis vous allez être au courant de tout ce qui se passe dans ma vie. Super. Ben, un grand merci, France, et un grand merci à tout le monde qui avait été ici Oui. et qui a regardé ça. Donc, puis tout ce qu'on a vu tantôt, c'était sur francegauthier.ca. Donc, si jamais vous voulez aller voir le site web et être tenu au courant, ben, vous pourrez faire ça. Donc, sur ma page Facebook qui nourrit à tous les jours. oui, ben oui, ben oui. Donc, super. Encore un grand merci, France. Puis écoute, Merci, Jean-Charles. À très bientôt. on se dit à la prochaine. Bye. Au revoir Merci. tout le monde. Bye tout le monde. Merci à vous autres. Voilà. Tac. Et c'est bon. Bon, ben mon Dieu. Super, ça, France. Facile de faire une entrevue avec France Gauthier. Hein, Ouais. Non, mais c'était super intéressant, vraiment. Là, je pense que, tu sais, je regardais, je sais pas si tu voyais les témoignages là, ou les petits commentaires de temps en temps. Fait que... Je pourrais donner le lien qui permet